Bonjour à tous. Je vous propose, on commence et il y en a peut-être d'autres qui vont nous rejoindre. Alors, enchanté tout le monde. Donc moi, je m'appelle Marie-Lys. Je suis facilitatrice de formation à la transition écologique des métiers et j'ai le plaisir du coup de faciliter cet atelier qu'on va vivre pour les prochaines 45 minutes ensemble. Donc on vous propose d'avoir 40 premières minutes d'échange table ronde avec les intervenants d'exception qui sont là aujourd'hui. Et ensuite, vous aurez 5-10 minutes pour poser vos questions. Alors, du coup, j'ai le plaisir d'accueillir donc 3 intervenants. Donc, Karine de Boissezon, donc, qui est juste là, directrice RSE d'EDF et vice-présidente du C3D. Élodie Bernadi, qui est directrice développement durable chez L'Oréal. Et Ambroise, qui est directeur général des Nouveaux Géants. Et ils vont vous parler du coup du thème de la transition écologique au cœur de chaque métier. Et on va vous parler, notamment Ambroise va vous faire des apports théoriques de notre étude qu'on conduit depuis 1 an. Enfin, le pôle recherche des Nouveaux Géants conduit cette étude depuis 1 an et demi. Il y a eu plus de 200 participations donc, sur ce sujet-là. Donc il vous en parlera un petit peu plus ensuite. Et du coup, Karine et Élodie vous apporteront des éléments, des exemples concrets de leur organisation pour venir basculer la partie théorique avec du concret. Voilà. Alors, donc pour commencer, Ambroise, première question. Est-ce que tu peux nous parler de pourquoi est-ce que c'est nécessaire la transition écologique des métiers ? Oui. Alors, peut-être pour définir en 2 mots ce que ça veut dire, la transition écologique des métiers, c'est comment chacun dans son métier peut contribuer à la transition écologique de l'organisation. Donc, si je suis comptable, si je suis financier, si je suis en marketing aux achats, j'ai un rôle à jouer. Ça s'appelle les achats responsables, la communication responsable, l'éco-conception. Voilà. Mais comment chacun dans son métier peut se doter de nouvelles compétences. Pourquoi ce sujet il est clé ? Il y en a plusieurs. La première chose, c'est qu'il y a un contexte réglementaire qui pousse pas mal ce sujet. Il y a les OPCO, donc les opérateurs de compétences, qui sont missionnés sur ce sujet. Deuxièmement, il y a le secrétariat général à la planification écologique qui a sorti une étude récemment qui dit qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui vont devoir être formées sur ces thèmes-là d'ici 2030 pour atteindre nos objectifs de transition écologique. Il peut aussi, dans les organisations, avoir un enjeu RH. Nous, donc on fait des formations et on rencontre de plus en plus de gens qui sont un peu sur le départ. Peut-être ils ont fait une fresque du climat et du coup, ils ont un peu vu l'ampleur du problème. Et derrière, ils se disent, en fait, mon organisation, elle n'est pas alignée. Et puis moi, mon rôle, je sais pas, je suis au marketing, ça n'a plus de sens pour moi. Et donc, faire cette transition des métiers, c'est rappeler qu'en fait, non, on a un pouvoir d'action géant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle les nouveaux géants. On a un pouvoir d'action géant dans son métier. Simplement, il faut mettre son métier au service de cette transition. Et la dernière chose, peut-être, c'est qu'il y a énormément de freins à la transition écologique. Peut-être vous en nommerez quelques-uns, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses. On n'a pas le temps, on n'a pas le budget, ça ne fonctionne pas avec notre business model, etc. Et puis, il y a des freins individuels de peur, de changement, etc. Et en fait, transformer son métier, ça vient lever énormément de freins. Parce que d'un seul coup, un sujet qui était très abstrait, comme la transition écologique, ça devient concret pour un comptable, ça devient concret pour un acheteur, parce que son rôle est défini. L'avantage du métier, c'est que c'est une zone de responsabilité qui est déjà définie. Donc voilà, en quelques mots un peu, pourquoi c'est nécessaire la transition écologique des métiers. Et dans la suite de cette table ronde, mon rôle, ça va être de vous rendre compte, parce que je n'ai pas l'expérience et les témoignages que peuvent apporter Karine et Élodie, mais de vous rendre compte de l'étude qu'on a fait sur ce sujet, donc avec comme partenaire le C3D, le Shift Project, les Échos, Make Sense, les collectifs et la Chambre de commerce de Paris. Et avec eux, on a donc interviewé plus de 200 personnes. On a fait des ateliers d'intelligence collective pour comprendre comment, d'une part, les RSE pensaient ce sujet et le priorisaient. Vous aurez 2 témoignages. Et donc, c'est un peu de là que je vais vous parler. Et d'autre part, sortir des fiches de poste prospectives. C'est quoi les nouvelles missions, les nouvelles compétences de tous les métiers que j'ai cités. On a étudié 11 familles de métiers en transverse. Donc, c'est-à-dire des métiers qui sont cross-secteurs qu'on va retrouver dans la plupart des entreprises. Voilà pour cette intro.
Merci pour cette intro. Et du coup, Karine et Elodie, est-ce que vous voulez rebondir sur vous? Est-ce que du coup, la transition écologique des métiers, vous le voyez dans votre organisation? Est-ce qu'elle a déjà commencé? Alors oui, chez L'Oréal, elle a déjà démarré sur des métiers assez centraux de l'éco-conception de notre catalogue, parce que nous, on vend des produits de beauté. Donc nous, dès 95, par exemple, on a ouvert notre premier laboratoire environnemental, de recherche environnementale, pour justement travailler sur le biosourcing de nos ingrédients et les nouveaux matériaux d'emballage. On a démarré nos premiers bilans carbone en début des années 2000 et la transformation de notre outil de production aussi, pour travailler sur plus de sobriété, justement, de notre outil industriel. Donc oui, elle a démarré il y a très longtemps avec ces métiers-là. Et puis, qui dit transformation de la RI chez L'Oréal, elle est directement corrélée aussi aux achats. Donc je dirais qu'effectivement, nous, on a démarré tout ça milieu des années 90 avec ces 3 grands métiers. Nos ingénieurs en recherche et innovation, nos acheteurs et tous nos ingénieurs industriels, donc toutes nos équipes opérations. Alors, c'est vrai que pour nous, la difficulté de départ, c'est on a l'impression d'être déjà du côté de la solution. Quand on a 93% de la production, et qui est notre produit essentiel, c'est l'électricité, elle est décarbonée. Donc, en fait, déjà, il faut ouvrir les chakras sur le fait que, il n'y a pas que le climat dans la vie, et que la transition, c'est les limites planétaires. Et donc, parler biodiversité, parler eau, les matières critiques, évidemment, dont on parle beaucoup aujourd'hui. En fait, l'eau et le sable, c'est essentiel aussi pour produire de l'électricité. 90% en fait de mon électricité, elle dépend de l'eau, à la fois en fuel pour les barrages, mais aussi pour refroidir les centrales nucléaires et thermiques. Donc ça, c'est en fait déjà, on a besoin d'ouvrir depuis longtemps les chakras sur ces sujets. Après, le passage à l'action est un petit peu plus dur. Et puis il y a comment on ouvre de scope 1 à scope 3. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on pensait que émissions directes. 80% de mon bilan à gaz à effet de serre, c'est mes émissions indirectes, sans surprise pour beaucoup d'entre vous, j'imagine, mais ça a réveillé pas mal l'intérieur de l'entreprise. Et quand on parle scope 3, on va parler émissions liées aux ventes de gaz. Et en fait, on est un très gros vendeur de gaz. Alors que quand on pense EDF, on pense production décarbonée. Et là, on va aller chez les clients. Et donc là, on a 40 millions de clients. Et donc, effectivement, comme Elodie, la partie commerciale, la partie achat, ont été et sont encore un domaine de transformation très fort. Et puis peut-être un peu différent chez nous, mais ce qui est logique vu nos investissements, 25 milliards d'investissements par an EDF. En fait, les financiers ont été la cible première pour nous à transformer. La CSRD nous y invite aussi, mais ça s'est fait bien avant en fait, puisqu'on est un très très gros émetteur de dettes vertes et sociales, et donc ça a permis aussi de parler un langage commun et de transformer d'une certaine manière la finance. Ok, merci. Du coup, j'entends, donc pour chez L'Oréal, c'est la recherche, innovation, les achats et les opérations qui ont déjà commencé à bouger. Et chez EDF, du coup, d'autres métiers. Donc qui ont été les premiers, mais qui ont été les premiers, ce ne sont pas les seuls à bouger aujourd'hui. Justement, ça introduit la prochaine question. Du coup, vous avez déjà fait bouger pas mal de métiers. Et donc, ceux-là ont été les premiers. Aujourd'hui, c'est quel métier, si vous devez en choisir 1, 2, 3 max, vraiment qui sont la priorité à faire transitionner? Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que donc aujourd'hui chez L'Oréal, on a toute une organisation qui est en place pour justement piloter l'éco-conception du catalogue et l'accélération de son éco-conception. On a même un outil en interne qu'on a développé, qu'on appelle SPOT, Sustainable Product Optimization Tool, qui nous donne un indice d'impact environnemental de chaque produit que l'on développe. Et on a une règle chez L'Oréal, c'est que chaque nouveau produit doit avoir une note SPOT meilleure que la génération précédente. Donc, on a quand même aujourd'hui un vrai pilotage de cette éco-conception. Donc, je dirais que sur le haut de l'organisation L'Oréal, c'est-à-dire le développement, là, ce sont vraiment des métiers qui sont déjà bien en marche. Le grand défi qu'on a, et qui a été d'ailleurs l'objet de notre dernier programme de transformation durable qui s'appelle L'Oréal pour le futur, qu'on a rendu public en 2020, c'est de se dire justement comment on fait descendre la transfo durable dans les métiers opérationnels. Donc les métiers qui sont en charge de ce qu'on appelle le go-to-market, c'est-à-dire voilà, comment je parle à mon client final, comment je parle à mon consommateur final. Et donc effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, les deux métiers qui sont pour moi dans mon viseur, mais vraiment, sont les métiers du marketing opérationnel et du commerce. Parce qu'effectivement, ils sont souvent en bout de chaîne, en fait, au bout de la chaîne de valeur. Et c'est le cas pour nous, L'Oréal, puisqu'on vend des produits de consommation courante.
Et aujourd'hui, il faut effectivement qu'on change nos pratiques. Comment, effectivement, aujourd'hui, on essaye de former nos équipes marketing à ce qu'on appelle le marketing responsable, et on pourra revenir à ce qu'on met derrière. Mais même nos commerciaux, dans quelle mesure nos commerciaux peuvent aussi un peu changer de paradigme dans la manière dont ils embarquent nos clients pour être moins dans une relation de force, mais plus dans une relation de partenariat, de transparence aussi de la data, parce que nous sommes le scope 3 de tous nos retailers. L'assortiment chez un Sephora, chez un Carrefour, en fait, c'est 80% de leur scope 3. Donc, ils nous attendent aussi là-dessus. Et donc, ça change complètement la relation, en fait, commerciale. Donc, c'est hyper intéressant. Mais c'est un nouveau territoire qu'il faut ouvrir. C'est des nouvelles pratiques, une nouvelle manière de faire nos métiers. Et les nouvelles générations sont aware, mais elles ne savent pas forcément comment faire. Ouais. Et je trouve ça intéressant l'aspect où du coup il y a un sujet de coopération avec les retailers parce que vous voulez la même chose et ils vous embarquent. C'est eux qui vous demandent de former du coup les commerciaux pour que ils montent en compétences. J'irai pas jusque là. Certains retailers qui sont les plus en avance justement sur le calcul de leur scope 3, leur trajectoire de décarbonation, etc., nous interrogent en fait sur notre capacité à les y accompagner. On en est là. Donc, comment on va écrire ensemble une trajectoire de décarbonation qui est directement corrélée au choix d'assortiment qu'on va faire chez eux. Et c'est nous, plutôt en interne, qui nous disons qu'il faut absolument qu'on fasse monter en compétences nos commerciaux au siège, qui sont nos négociateurs, et nos commerciaux terrain, qui, eux, vont s'assurer que les accords sont bien respectés. Voilà. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Ce n'est pas nos retailers qui nous demandent de former nos commerciaux. On se met d'accord sur un objectif commun, et puis après, chacun trouve les moyens d'y arriver dans son organisation. Ok, trop chouette. Merci. Et du coup, juste pour la partie marketing opérationnel, donc pour les commerciaux, pour la partie marketing opérationnel, comment ça se passe? C'est quoi les demandes aujourd'hui dans les équipes concrètement? Ils se posent quoi comme questions? Alors, les équipes, je ne suis pas sûre qu'elles se posent beaucoup de questions, mais en tout cas, nous, l'orientation qu'on essaye de donner à ces nouveaux métiers, c'est effectivement déjà, en tant que marketeur, qu'est-ce que je vais promouvoir demain? Qu'est-ce que je vais prioriser dans justement mes lancements, etc. Et comment je peux mettre ma conscience écologique au service justement des choix stratégiques que je vais faire. Parce que nos équipes développement nous proposent des innovations éco-conçues. Après, chaque pays, entre guillemets, chaque filiale a le choix, modulo quelques discussions en interne, mais a quand même un peu le choix de ce qu'elle va mettre sur le marché, de ce qu'elle va soutenir, de ce qu'elle va promouvoir, etc. Donc comment on équipe aussi nos équipes marketing localement à faire les bons choix. Et ensuite, il y a tout le sujet de l'activation. Et quels vont être les médias mis à disposition, comment on va piloter l'impact de ces médias, parce qu'on a réalisé, il n'y a pas si longtemps que ça, que nos plans médias consommaient de l'énergie et donc étaient émetteurs de gaz à effet de serre. Donc comment on maîtrise ça aussi? L'énergie décarbonée chez moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Chez certains médias digitaux, les serveurs sont pas toujours branchés sur de l'énergie verte, mais bref. Et puis surtout, il y a le grand sujet des nouveaux récits. Effectivement, nous, on est convaincus que la pub a un rôle hyper important dans le fait de rendre désirable cette transfo durable. Et comment on va se servir de cet outil publicitaire qui peut-être traditionnellement, ou ces 10 dernières années, avait été peut-être un petit peu perverti, comment on peut remettre la pub au service justement de la promotion de ces nouveaux modes de vie, de ces nouveaux modes de consommation, d'un monde plus sobre. Et ça, c'est un changement culturel majeur chez nous, mais vraiment majeur. Et donc, effectivement, alors on y reviendra, c'est beaucoup de formation. C'est d'abord, nous, on a... Mais non, je vais pas tout dévoiler, parce qu'après, il faut que je laisse la parole à Karine en plus. Mais, donc, c'est beaucoup de formation. Et c'est aussi toute notre capacité à embarquer notre écosystème, parce qu'on n'est pas tout seul. C'est toute la filière pub qui doit se transformer. C'est les agences qui doivent s'équiper. C'est les médias qui doivent nous permettre aussi de créer des moments d'expression. Et puis, c'est réinventer la pub, en fait. C'est qu'il n'y a pas que la réclame. Il y a aussi comment faire de la pub un outil pédagogique. Le digital, pour ça, c'est génial parce qu'on a le temps. La presse, on a le temps aussi d'écrire des contenus. C'est pas en 15 secondes qu'on peut expliquer en quoi ce produit va réduire votre impact sous la douche ou votre consommation d'électricité. Donc, voilà, c'est une transformation énorme. Ok. Merci. Du coup, c'est les commerciaux et le marketing opérationnel le gros sujet. Karine, chez EDF, c'est quoi les métiers à former en priorité là?
Un peu pareil, hein, je pense, commerciaux et acheteurs. Acheteurs parce que on est un grand groupe et donc on a vraiment cet enjeu d'embarquer en fait les fournisseurs avec nous pour les aider, notamment les petites PME qui n'ont pas forcément les outils, un peu comme toi, tes partenariats. Donc on a lancé un club fournisseur récemment côté direction des achats pour travailler ensemble et les aider à la fois s'approprier les bilans carbone, les analyses de cycle de vie, mais aussi, comme je le disais, ouvrir sur les sujets des limites planétaires et pas rester que sur le climat. L'eau, c'est un enjeu majeur pour nous, l'empreinte eau, et puis la biodiversité, les droits humains. Vous ne serez pas surpris quand on parle de la filière solaire, toute l'extraction minière qu'il y a autour des matériaux de la transition énergétique. Évidemment, on a des enjeux aussi de compréhension de ces impacts. Et c'est très difficile pour un acheteur d'arbitrer aussi le coût et la durabilité, évidemment. Donc c'est important de mettre tout le monde ensemble, de pouvoir, comme tu le disais, créer des partenariats long terme, parce que finalement, pour que les fournisseurs puissent bouger, il faut qu'ils aient la certitude qu'en face, ils pourront répondre au cahier des charges et qu'ils auront de la visibilité sur leur business. Et j'en reviens au lien avec la finance, qui est hyper intéressant. On a lancé une émission sociale il y a 2 ans, 1,5 milliard, et l'impact qu'on mesure, en fait, c'est la création d'emplois dans nos PME, c'est-à-dire dans des bassins d'emploi où le taux de chômage est plus élevé que la moyenne nationale. Donc l'idée, c'est de dire, quand EDF donne la visibilité à ses fournisseurs, ils peuvent rester sur le territoire, ils peuvent recruter. Donc c'est vraiment du donnant-donnant, et nous, ça nous sécurise des fournisseurs qui sinon potentiellement disparaissent et qui sont critiques dans notre chaîne de valeur. Donc évidemment que pour nous, c'est hyper intéressant. Les commerciaux, je vous disais, 40 millions de clients, avec plusieurs enjeux. Le premier, c'est, on le voit bien, post-gilet jaune, fin du mois, fin du monde. Donc la précarité énergétique, c'est un vrai sujet pour nous, par ailleurs. Donc on a à la fois besoin d'aider nos clients à passer du fuel, du gaz à l'électricité, mais il faut qu'ils le fassent avec la capacité de payer. Et donc, on voit bien la difficulté pour un commercial qui va devoir parler avec des gens qui sont en difficulté financière aussi, de comment on passe à l'action, comment on fait des éco-gestes. Quand vous êtes en précarité énergétique, l'éco-geste, ça vous fait rigoler quand même. Donc, voilà, donc c'est quoi le discours qui n'est pas lénifiant, qui n'est pas culpabilisant, et là aussi, comprendre les impacts, puisqu'il y a beaucoup de fake news, sans surprise. Je pense sur les véhicules électriques en France, on est quand même au top de la fake news. Les pompes à chaleur, on est à moins 47% de vente depuis 6 mois en Europe, alors que c'est quand même une évidence que c'est ce qu'il faut faire si on veut décarboner le chauffage en France. Enfin voilà, donc on fait face à ça aussi. Donc il faut absolument que nos commerciaux soient vraiment capables d'avoir un discours qui peut aussi répondre aux fake news, qui puisse être très concret. Et donc, ça veut dire qu'ils doivent maîtriser l'ensemble des sujets dans un temps record qu'ils ont à parler aux clients. Donc, voilà. Donc ça, pour moi, c'est quand même vraiment 2 priorités. Et puis après, il y a la partie haute de l'iceberg. Je reviens à mes financiers. Donc, je vous disais, mes financiers bien avancés sur certains aspects. En revanche, on n'a pas encore craqué totalement la partie internaliser les externalités négatives. Quand on fait des décisions d'investissement, on va se retrouver avec cette difficulté sur certains projets où ça marche super bien le TRI, mais alors côté RSE, c'est pas top. Et donc, comment on priorise entre la biodiversité, les droits humains et la rentabilité? Et donc, ça veut dire la capacité à internaliser ces externalités négatives qui ne sont pas forcément en euros, en dollars, etc. Et donc là, on articule le court terme, le moyen terme et le long terme. Et donc cette tragédie des horizons, elle n'est pas facile à articuler pour les financiers. Et donc ça, c'est encore devant nous, je pense, pour transformer vraiment le modèle et arriver à protéger le patrimoine de l'entreprise. Et ça vaut pour l'adaptation au changement climatique. Quand vous faites des investissements d'adaptation, vous ne créez pas de nouveaux actifs, il n'y a pas forcément de rentabilité. En revanche, vous savez que si vous ne le faites pas, en tout cas moi j'en suis convaincue, le contrefactuel, c'est en fait la fin du business. Mais c'est peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc, il faut être capable de pricer le coût de l'inaction. Alors, bonne nouvelle, entre guillemets, on a plein de catastrophes climatiques qui coûtent très cher en ce moment, donc ça va bien nous aider à parler du coût de l'inaction. Et donc, moi, c'est ça qui m'aide aussi, c'est maintenant que j'ai les assurances, par exemple, dans mon périmètre,
quand il y a une catastrophe sur un business et que le coût de l'assurance il fait x5 derrière, ça commence à toucher le TRI et du coup on peut parler concrètement argent et on peut parler concrètement de la capacité à bouger des choses. Merci. Du coup, j'entends, il y a les acheteurs, les commerciaux et les financiers qui sont la priorité en ce moment. Les financiers, donc, de ce que je comprends, il y a un vrai levier, des risques long terme plus faciles pour les faire bouger. Les commerciaux et les acheteurs, c'est simple, ils sont chauds pour être embarqués sur ces sujets-là. Alors, pour les acheteurs, l'émulation avec des L'Oréal qui sont super bons, des Schneider, des Michelin, etc., ça nous aide parce qu'on n'était pas dans les premiers de la classe. Donc, il y a une certaine émulation entre acheteurs qui nous aide. Il y a aussi la difficulté aujourd'hui qui est que, en fait, on a besoin de réindustrialiser la France aussi. Hein. Et donc, en fait, pour moi, c'est un peu ça l'enjeu pour les acheteurs, c'est comment ils vont être capables d'articuler à la fois le sourcing local, qu'ils essayent de favoriser de plus en plus, la compétitivité prix, et la capacité à donner comme je vous disais, des signaux long terme pour que les entreprises elles-mêmes, nos fournisseurs, se transforment. Donc ça, c'est l'enjeu. La bonne nouvelle, c'est que comme tout le monde s'occupe du scope 3, ce que disait Elodie, en fait, on se retrouve à avoir quand même beaucoup de coalitions côté acheteurs qui se sont mises en place à tous les niveaux. Hein. Donc, il y a Alliance Pacte PME, dans lequel EDF fait partie. On a notre État en tant qu'actionnaire qui nous met aussi en animation sur les sujets achats. Avec une vision, il ne faut pas se le cacher, souveraineté. Après le Covid, il y a eu quand même une grosse peur de se dire les entreprises stratégiques de l'État ne sont pas forcément totalement, on va dire, souveraines dans leur sourcing. Donc ça aussi, ça facilite évidemment la discussion. Donc je dirais que l'envie est là. Après, il y a quand même énormément de complexité, et notamment la commande publique. Nous, on est soumis à la commande publique. Bon, autant vous dire que la commande publique, elle va bouger, mais aujourd'hui, elle n'est pas totalement RSE-friendly. Donc voilà. Et encore une fois, on en revient au coût. Le coût de la transition. Qui paye pour la transition ? Les panneaux solaires en Chine, c'est vachement moins cher que les panneaux solaires en France. Bon. Et donc, à un moment donné, il faut aussi choisir ses combats. C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, vaut mieux avoir des panneaux solaires chinois qui font qu'on va accélérer à fond la transition, et notamment dans les pays émergents qui en ont vraiment, vraiment besoin ? Ou est-ce qu'on fait du protectionnisme partout, et donc on fait monter les prix, et donc ça coûtera cher, et donc il n'y aura pas d'acceptabilité ? Confère ce qui se passe en général, les agriculteurs, les gilets jaunes, etc. Et donc, c'est sur la transition énergétique, je pense qu'on a vraiment ce sujet-là de dire quelles sont les industries sur lesquelles on pense qu'on a une capacité d'avoir une industrie européenne, française, mais surtout européenne, qui est compétitive, qui nous assure une certaine souveraineté. Et puis, je finirai sur l'exemple de la mine de lithium d'Imerys, où on voit bien les discussions qui sont dans le débat public. C'est-à-dire, moitié des gens qui vont dire formidable, enfin pas formidable je pense, mais qui vont dire ok pour la mine à côté de chez moi parce que je sais qu'il a besoin de souveraineté et que les conditions d'extraction, la partie environnementale sera peut-être mieux gérée que dans les autres pays où je vois pas et ça se passe pas super. L'autre moitié qui va dire pardon, mais si c'est pour faire des batteries pour des SUV de 2 tonnes, why en fait. Est-ce qu'on ferait pas de la sobriété d'abord, des transports en commun, tout ça. Bon, donc en fait, on en revient à c'est quoi le modèle de société qu'on veut aussi. Et donc là aussi, c'est des discussions qui sont bien plus larges que mes acheteurs ou mes commerciaux. Mais à la fin, c'est quand même ça le sujet qu'on doit affronter aussi. Qui paye ? Pourquoi ? Pour quel usage ? Ok, merci Karine pour ces précisions. Alors du coup, j'ai entendu donc Karine, les acheteurs, les commerciaux, les financiers, donc les métiers en priorité aujourd'hui. Pour Elodie, c'est les commerciaux et le marketing opérationnel. Donc là, vous venez du coup de prioriser les métiers à transformer aujourd'hui. J'imagine que vous êtes basé sur des critères chacune de priorisation. On a pas mal étudié ce sujet dans l'étude des nouveaux géants. Ambroise, est-ce que tu peux nous parler du coup de quels sont les critères sur lesquels on se base pour prioriser si tel ou tel métier est à former ? Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais la première chose, c'est que ce n'est pas facile. Nous, on a interviewé une quarantaine de leaders RSE, plutôt de grands groupes, avec cette question-là. On leur a donné une liste de 11 familles de métiers, ceux qu'on étudie. On leur a dit, c'est qui les prioritaires, donc tous ceux que vous avez cités. Il y en a 40% qui, donc c'était pas une question, mais spontanément, ils ont dit « je ne veux pas faire l'exercice, je ne sais pas faire ». Donc la première chose, c'est que le premier constat qu'on a fait, c'est que pour beaucoup, c'est difficile. Et la réponse, c'est tous les métiers sont importants.
Maintenant, on n'a pas le budget pour tout le monde, on n'a pas le temps pour tout le monde la même année, donc il faut bien prioriser. Nous, on est arrivé au fur et à mesure de ces interviews avec un framework qui est assez simple, qui est de dire, en fait, un métier, il a 3 types d'impact. Il a un impact direct. Pour résumer, je suis d'accord avec ta vision sur les limites planétaires, mais pour faire simple, le métier pèse 80% du bilan carbone. Et donc, si, par exemple, je pense, ce qui vous avait amené à prioriser l'éco-conception, si on change les produits, on améliore une grosse partie de notre bilan carbone. Il y a un impact indirect. Je pense, par exemple, au RH. Le RH dans une entreprise industrielle, il n'a pas forcément un impact très fort. C'est pas la mobilité des collaborateurs qui va changer énormément le bilan global. Par contre, il est en contact avec tout le monde et il peut porter notamment les sujets de formation, de montée en compétences, de culture d'entreprise, etc. Et donc, impact indirect énorme de ce type de métier. Et puis, il y a un 3e type d'impact qui est un impact systémique. Et ça, c'est l'impact qui se fait en dehors de l'écosystème de l'entreprise. Et donc, tu as cité par exemple, en effet, les métiers du marketing opérationnel, la pub, réinventer les imaginaires. Quand on fait des spots télé pour je ne sais pas combien de millions de personnes et qu'on en profite pour un moment pédagogique, j'ai beaucoup aimé ton terme. On a un impact qui est énorme. Ça ne va pas changer demain matin le bilan carbone de l'entreprise. Par contre, ça participe à des changements culturels qui sont hyper importants. Et donc, du coup, cette priorisation, on a constaté qu'elle se faisait très souvent plus naturellement par un impact direct et ensuite et en parallèle avec un impact indirect, c'est-à-dire impact direct, donc on va valoriser l'offre, les achats, etc. Un impact indirect, on va souvent amener la finance, justement, parce que ça permet de faire des grilles de décision. Et donc, en gros, l'impact indirect, c'est qui est-ce qui a une influence dans la décision, qui est-ce qui a une influence culturelle. Il y a des entreprises qui sont gouvernées par les commerciaux, par exemple. Donc, si on embarque les commerciaux, on sait qu'on a un changement culturel important dans l'entreprise. Il y a aussi un enjeu de massification, c'est-à-dire soit on part des fonctions qui sont en lien avec tout le monde, donc les RH, par exemple, soit simplement on va prendre, par exemple, dans le retail, 70-80% des effectifs, c'est les gens en magasin. Et donc, on va se dire, je vais démarrer par là, parce que comme ça, j'aurais fait 80% des effectifs. Donc, il y a toutes ces logiques-là qui gouvernent. Et à la fin, il y a un sujet pragmatique que j'aime bien et qui a été souvent rappelé dans les entretiens qu'on a fait, c'est qu'il ne faut pas oublier l'équipe qui lève la main. En fait, c'est peut-être pas les plus prios sur le papier, mais à un moment donné, ils sont prêts, ils ont envie, allons-y. À l'inverse, il y a cette logique-là a permis de déprioriser aussi certaines fonctions. Par exemple, je pense au juridique. Il y a des gens qui nous ont dit le juridique, leur métier, c'est de faire de la veille sur le réglementaire. Et donc, le réglementaire environnemental doit faire partir de leur veille. Et donc, finalement, ils vont bouger naturellement. J'ai moins d'efforts à faire. Il y en aura plein qui ne seront pas d'accord ici, c'est pas le sujet, mais c'est la logique. Je l'avais pas vu comme ça, mais je trouve ça très juste, effectivement. Bon, merci. Ouais. Et donc ça aussi, ça peut amener à déprioriser des fonctions. Et on peut aussi déprioriser des fonctions, pareil, sous ce filtre pragmatique, là où il n'y a pas de marge de manœuvre. Je dis n'importe quoi, on veut mettre en place du bâtiment durable, je travaille dans l'immobilier, je suis chez Viparis, et donc il y a tout un travail à faire sur des travaux, des investissements, etc. La finance n'a pas été embarquée, donc en fait ils n'ont pas de marge de manœuvre, donc ça ne sert à rien que je mette des efforts chez eux, à l'équipe immobilier, parce qu'en fait la finance ne suivra pas, ou d'autres fonctions clés ne vont pas suivre. Voilà, donc en résumé, cette logique d'un impact direct, indirect et systémique, elle est utile pour prioriser, et puis elle est utile aussi pour embarquer. Il y a sûrement ici un certain nombre de gens dont c'est la responsabilité d'embarquer sur ces sujets-là. Je vous invite à la garder aussi, parce que ça vous permet d'éviter le côté non mais moi je pèse rien dans le bilan carbone, donc ça sert à rien. Je suis comptable, je peux pas faire grand-chose, quoi. En fait si, parce que comptable, tu as un impact indirect qui est énorme si tu changes la manière dont on compte, la manière dont on prend des décisions. Merci pour cette réponse. Et ça fait d'ailleurs le lien avec vos réponses aux premières questions. Au début, vous avez parlé du coup des métiers qui ont bougé le plus rapidement dans vos organisations. Et en effet, c'est généralement les impacts directs, parce qu'on regarde le bilan carbone. Et donc, on vous invite à vous questionner sur l'impact direct
et indirect et systémique, voire un aspect plus complet. Donc on a parlé du coup de quel métier, on en a identifié certains et de la logique de priorisation. Maintenant, je vous propose de parler du comment. Donc si Karine et Elodie, vous pouvez du coup nous raconter concrètement comment est-ce que vous faites pour faire transitionner ces équipes, ces personnes qui sont dans les achats, la finance. Comment ça se passe et c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées? J'imagine qu'il y en a eu. Je dirais qu'il y a trois grands sujets qu'il faut adresser. Il y a les sujets de gouvernance. Ensuite, je dirais qu'il y a la formation. Et enfin, pour ceux qui le peuvent, il y a les sujets des KPIs directement impactés sur la rémunération. Voilà, moi, je dirais qu'en tout cas, c'est ces trois leviers qu'on utilise chez L'Oréal. Donc le premier levier qui est celui de la gouvernance, c'est vrai que nous, on est un groupe, et on a beaucoup de chance, je le réalise, qui a mis la fonction du patron, patronne, directeur, chief, que sais-je, du développement durable, toujours au plus haut de l'organisation dans laquelle il est. Donc nous avons une Chief Sustainability Officer qui est au COMEX du groupe L'Oréal. Donc, c'est une femme qui s'appelle Edgy Barcenas, qui est plutôt jeune. Donc, déjà, même dans le choix du profil, c'est assez intéressant. Et donc, elle est à la table des grands patrons et grandes patronnes de divisions, de zones géographiques, parce que nous, on a divisé le monde aussi en zones géographiques. Et donc, elle a la même part de voix, en fait, que le business. Et c'est ce qu'on essaye de dupliquer dans le reste de l'organisation. Nous avons Joël, qui est là au premier rang, qui est mon patron Zone Europe, qui est au comité de direction de la zone Europe. Moi, pour la France, je suis au comité de direction de la France, etc. etc. Et ça, c'est... je pense... Effectivement, je vous disais que c'est une grande chance parce que je sais que ce n'est pas forcément le cas dans toutes les boîtes, mais ça montre déjà, l'importance de la practice. Et puis, effectivement, ça nous permet de poser des questions qui fâchent aux bonnes personnes. Ensuite, sur les sujets... Il y a peut-être un autre truc aussi dans la gouvernance qu'il faut que j'évoque, c'est qu'aussi dans nos grands métiers, nous avons des équipes développement durable. Donc par exemple, aux achats, nous avons une équipe achat durable qui est un peu, je dirais, la tête chercheuse des équipes achats. Ça ne veut pas dire que le reste des achats ne cherche pas à faire évoluer nos filières de sourcing de matières premières, mais évidemment, eux sont là pour les faire évoluer, mais pour trouver un peu la nouveauté, biosourcée, agriculture durable, super nickel, traçabilité impeccable, droits humains, etc. On a cette tête chercheuse que sont nos équipes achats durables. De même, on a une équipe, par exemple, packaging durable, qui travaille vraiment sur trouver les matériaux packaging du futur qui n'ont pas d'impact ou très peu d'impact, ou pour remplacer des matériaux qui, eux, on le sait, vont avoir du mal à réduire leur empreinte environnementale, malgré tout ce qu'on sait, réemploi, recyclage, etc. On a ça aussi à la recherche et innovation, sur la manière dont on formule, avec notamment le développement d'une practice chez nous qu'on appelle les Green Science. Vous avez ça aussi à la finance. On a aussi une équipe finance durable qui travaille sur tout ce que t'expliquais, Karine, et qui, moi, je trouve, sont des sujets passionnants. Et on vient d'ailleurs de recruter une nouvelle patronne de cette practice. Donc, je dirais, il y a aussi ça dans la gouvernance. Et puis, évidemment, avec la vision, certainement qu'à terme, ces équipes-là vont disparaître, puisque tout ça sera infusé. Et puis, demain, 100% des achats L'Oréal feront du biosourcing. Et c'est notre objectif, en fait. C'est ce à quoi on s'est engagé. Donc, je vous disais gouvernance. Ensuite, il y a effectivement la formation. Donc, nous, on a plusieurs streams, verticales sur lesquelles on travaille. Il y a d'abord l'information, et j'ai bien aimé le distinguo entre information et formation. Donc on a, nous, 2 fois par an, des conférences qu'on met à disposition de tous nos collaborateurs France, donc ils sont quand même 14 000. Et dans ces conférences, on adresse des grands sujets. Donc, par exemple, la dernière conférence qu'on a faite, c'était justement sur construire des marques responsables. Celle d'avant, c'était sur notre nouvelle trajectoire SBTI de décarbonation. Et ce qui fonctionne super bien, c'est qu'on invite toujours des responsables développement durable d'autres entreprises. Et ça, les collaborateurs aiment beaucoup ça, parce que ça leur permet de faire des parallèles avec d'autres marques, d'autres produits, d'autres industries que peut-être ils consomment, qu'ils connaissent bien, qui font partie de leur quotidien. Et donc, ça leur permet de faire des parallèles. Et ça, je sais que ça fonctionne super bien. Typiquement, sur les nouvelles trajectoires SBTI, j'avais invité mon homologue de chez Pernod Ricard et mon homologue du groupe Bell,
qui, eux, ont un amont agricole très fort, alors que c'est quelque chose qui est moins visible chez L'Oréal. Enfin, il y avait vraiment un écho qui était hyper intéressant. Et puis, il y a la formation. Donc, nous, très tarte à la crème, nous déployons les fresques du climat sur 100% de nos collaborateurs L'Oréal France. Mais ce qui est chouette, c'est au-delà de la fresque du climat, c'est que moi, j'ai 40 fresqueurs aujourd'hui, et je pense qu'on va bientôt en avoir une 50aine de collaborateurs qui sont du coup hyper engagés. Donc ça, c'est assez chouette parce que c'est une formation par les collaborateurs pour les collaborateurs et ça la rend hyper puissante. On a aussi élaboré une formation en interne qu'on déploie depuis presque 2 ans qui s'appelle Going Sustainable Together, qui est une formation qui est justement qui a été pensée par métier. Donc l'idée, c'est vraiment d'outiller chaque métier et dans quel que soit son niveau dans l'organisation. J'en sais rien, je suis ingénieur supply chain. Qu'est-ce qu'on attend de moi dans la transformation durable de ma boîte ? On attend que tu travailles sur du report modal, aller le plus possible chercher des énergies vertes. Mais on attend aussi à ce que tu optimises en fait, ta chaîne logistique. Tu t'assures que tu as un bon taux de remplissage de tes camions, tu t'assures que tu maîtrises ta fréquence de livraison. Et ça, c'est directement corrélé à tes politiques commerciales, donc à ce que veulent tes clients. Donc tout ça, on explique toute la chaîne. Même chose sur le marketing responsable, même chose pour nos commerciaux, etc. Et ce qui est vachement bien, c'est que c'est une formation qui se divise en plusieurs modules et c'est des modules de 20 minutes. Donc, c'est hyper snackable. Là, il n'y a pas de « j'ai pas le temps ». Voilà, c'est à l'heure de déjeuner, ça peut se faire en équipe. Voilà. Et pour chaque métier, il y a 2, 3, 4, même parfois 5 modules qui sont dédiés. Donc, voilà un peu pour la partie formation. Et enfin, la partie qu'on pourrait appeler coercitive, mais qui pour moi aussi est un vrai levier dans des boîtes du CAC comme la nôtre, qui est effectivement comment je le mets dans les objectifs de fin d'année et comment je les corrèle aussi à certains niveaux de rémunération. Donc nous, on a des KPI qui font partie de la partie collective de toute la population bonusée de L'Oréal. Et nous avons aussi des KPI par métier. Donc là, qui sont objectivés, enfin, qui rentrent dans les objectifs individuels de chacun. Et donc, typiquement, mais ça, je crois que c'est la question d'après. Ouais, c'est la question après. Les nouveaux KPI. Je m'arrête, je laisse la parole. Ça me va. Et je vois l'heure qui tourne, du coup, vous allez pouvoir répondre à cette question. Et les KPI, tu as commencé à aborder, mais on pourra, s'il y a des questions là-dessus, mais j'ai envie de vous laisser la parole après. Karine, est-ce que tu veux embrayer sur comment ça se passe J'ai exactement les mêmes éléments que Élodie sur la partie gouvernance, formation et rémunération. Donc, peut-être illustrer d'autres éléments. 2 choses qui me paraissent assez intéressantes, et ça revient à ceux qui lèvent la main, il faut aussi les écouter. On a un collectif interne qui s'est mis en place, comme beaucoup d'entreprises qui font partie des collectifs. Ils sont passés de 80 à 1800 en 3 ans. Ils se définissent comme pour pouvoir, et c'est effectivement grande porosité avec les fresqueurs. Nous, on a 90 000 personnes qui ont fait la fraîche chez EDF. Donc effectivement, c'est aussi des salariés qui vont pousser aux autres à se former, à apprendre, qui animent des webinaires. Les collectifs ont fait des fiches actions pour passer à l'action par métier, selon ton budget, selon ton temps. Et donc ça facilite aussi. Ils ont même monté un Repair Café là, dans une des entités. Donc on a vraiment de l'intérieur, de façon spontanée en fait, des collectifs qui bougent et qui favorisent finalement le déploiement de formation et d'information. Et puis l'autre, c'est, et je vois ça comme une prise de sandwich, c'est la Convention des entreprises pour le climat. Donc EDF a 14 dirigeants qui sont engagés dans la Convention des entreprises pour le climat, à la fois des conventions régionales et des conventions sectorielles. Donc moi-même, j'ai fait la convention finance et j'ai la convention océan là, qui arrive, puisque c'est l'année des océans 2025. Et je trouve que c'est hyper puissant parce que c'est des dirigeants qui vont passer de là à là. C'est-à-dire, c'est la transformation tête, cœur, corps. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin aussi. Parce que l'information scientifique, les modules de formation sur le GIEC, la problématique, tout ça, globalement, en tout cas, moi, chez moi, entreprise, beaucoup d'ingénieurs, je pense qu'ils ont à peu près les ordres de grandeur. En revanche, comment tu acceptes de renoncer. Le renoncement, c'est quelque chose qui est hyper dur dans l'entreprise. Renoncer à des projets, renoncer à un certain nombre de choses qui te qualifient en tant qu'individu. Et la réussite, les modèles de réussite, bon, tout ça, c'est des choses sur lesquelles, si tu passes pas par
un deuil et le passage à l'action derrière, c'est difficile. Et donc, il faut que des dirigeants se mouillent. Et il faut que ça soit une démarche, effectivement, à la fois personnelle et collective. Et donc, le fait d'avoir aussi ces personnes qui ont des leviers derrière et qui vont permettre de faire bouger l'entreprise de l'intérieur aussi. Donc, moi, j'essaye vraiment de travailler là-dessus. Et puis après, effectivement, comme elle dit, on a aussi lancé une formation interne qui s'appelle Environnement et Société, où c'est 52 heures de formation. On prend des cohortes de 25 et on les fait ouvrir les deux parties du cerveau. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont très environnement, des personnes qui sont très sociales, sociétales, mais rarement dans le même cerveau, les deux. Et donc, du coup, l'idée, c'est ça aussi, c'est de mettre tout le monde avec cette vision systémique du sujet. Donc, des gens qui ont 10 ans à peu près d'expérience dans la RSE et de les professionnaliser. Et puis derrière, ils ont un réseau d'entraide et surtout, mobilité en interne, les positionner sur les jobs à responsabilité pour qu'ils soient à la table de décision. Et ça, on a encore du boulot. Merci Karine, du coup vous avez toutes les deux répondu en étoffant avec des exemples, mais donc le comment c'est embarquer la gouvernance, former les collaborateurs métiers, et quoi qu'il leur niveau de hiérarchie, à des nouveaux gestes métiers et leur proposer des nouveaux KPIs. Ambroise, du coup chez les nouveaux géants, le cœur du sujet c'est la formation à la transition écologique de ces métiers. Est-ce que tu peux nous partager ta vision sur le comment ? Je vais pas faire long parce que j'aimerais beaucoup avoir vos questions. Je voudrais juste dire un mot parmi ce que j'avais prévu de vous dire. La priorité pour moi en ce moment, c'est de différencier sensibilisation et formation. C'est deux sujets différents et qui ont deux objectifs différents. Quand on fait une fresque du climat, ce qui est génial, moi aussi j'ai animé des fresques, je trouve que c'est un super outil. C'est un bon outil pour créer des ambassadeurs et vous en avez parlé. L'objectif, c'est qu'à l'arrivée, les gens soient sensibles au sujet. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'on revient avec un truc à faire ou quelque chose, ils vont écouter, ils ne vont pas partir en courant. Mais donc c'est passif. La formation, elle a un objectif différent, c'est que les gens soient compétents, c'est-à-dire qu'ils soient capables de faire des choses concrètes pour accélérer la transition écologique. Et je pense que ça peut être intéressant de faire l'un avant l'autre. Pour ceux qui se croient en retard sur le sujet sensibilisation, par exemple, moi, mon message est de dire, en fait, allez-y directement sur l'aspect se former concrètement, parce que ça évite la dissonance cognitive où pendant un an, en fait, je tourne autour de ce que j'ai appris en sensibilisation, ça me fait du mal, et je ne suis pas encore dans l'action. Donc, voilà. Et en plus, peut-être certains ne seront pas d'accord, mais ça coûte cher, mine de rien, la sensibilisation. Pas les fresques, hein. Ça on peut pas dire ça. Non, à grand volume, mais ça, je veux dire, c'est de l'investissement en temps, en énergie, etc. Et moi, je me pose de plus en plus la question, et ça portera peut-être à débat, si c'est toujours le rôle des entreprises de faire ça, ou si c'est aussi pas en train de devenir peut-être le rôle des médias ou d'autres, de prendre ces relais, pour que l'entreprise se concentre sur ce qu'elle fait, c'est-à-dire faire ses métiers, faire son métier, agir concrètement. Voilà, je vois des yeux se lever, donc je sais qu'il y a des désaccords là-dessus, mais c'est intéressant, ça permet d'ouvrir le débat et peut-être de lancer des questions. Ouais, je vous propose qu'on fasse ça. Je voulais juste, du coup, pour ceux qui sont intéressés de découvrir cette étude dont on vient de parler, on vient de donner quelques apports. Il y aura beaucoup plus d'apports le 21 novembre. On organise un événement. D'ailleurs, les collectifs dont a parlé Karine seront aussi présents. Ils sont partenaires de l'étude. Il faut d'ailleurs un webinaire avec eux la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés. Qu'est-ce qui va se passer pendant cet événement concrètement? Le pôle recherche des nouveaux géants a travaillé sur 11 fiches de postes de métier V1, donc classique, et V2, en intégrant des compétences écologiques. C'est quoi les nouvelles missions, les nouveaux KPI? Je vous invite à venir. On sera ravis de vous retrouver. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que je vais... Tiens, il y en a un là, si tu veux, Marie-Lise. Allô. Merci beaucoup. Bonjour, Thomas Husson de Forrester. Je
J'avais une question sur la formation. Je trouve ça effectivement intéressant de faire le distinguo avec information et sensibilisation. Il y en a eu beaucoup. Vous êtes responsable RSE, développement durable. Vous avez interviewé des gens de la RSE. Au niveau des DRH, que ce soit au niveau du C3D ou dans vos conversations ou dans vos interviews, est-ce que vous avez en tête des entreprises qui mettent en place des plans de compétences pluriannuels? On en parle beaucoup sur l'IA. J'ai pas l'impression, moi, qu'il y ait beaucoup de grands groupes qui ont une vision pluriannuelle de la montée en compétences de leurs équipes. Est-ce que vous avez une vision différente? Et si oui, qui prend ça, entre guillemets, sérieusement au niveau de la DRH? Peut-être pour démarrer, après je vous laisserai témoigner dans vos entreprises, mais pour démarrer là-dessus, c'est assez rigolo. Nous, donc, notre métier, quand on fait de la recherche, notamment, c'est de la prospective métier. Et il y a plein de gens qui nous disent, mais l'IA. Et en fait, je vois vraiment ces deux sujets monter en parallèle. Et je suis très étonné du nombre de fois où je suis questionné sur l'IA, alors que c'est pas mon sujet. Et là, récemment, j'ai été dans un grand groupe, on embarque les RH. Et la condition pour faire une animation chez eux, c'était qu'on passe au moins un quart d'heure à la fin pour parler de l'IA aussi. Donc c'était quand même assez rigolo. Donc j'aurais dit, je vous poserai une question, mais j'aurais pas de réponse. Mais donc oui, c'est intéressant. Et après, il y a quand même des groupes, je pense à La Poste, par exemple, avec qui on a échangé, où il y a des équipes complètes qui se mettent sur des projets comme ça, pluriannuels, de bilan, d'écriture des compétences de demain. Et il y a des initiatives aussi au niveau de l'État. Nous, on a discuté pas mal avec France Travail pour les aider sur ce qu'on appelle le ROM, c'est-à-dire le référentiel des compétences de l'État, qui va évoluer dans sa version 4.0 et donc dans lequel ils vont inclure ces choses-là. Donc, à des niveaux assez macro, il y a des choses qui se passent. Après, c'est vrai que moi, j'arrive parfois en rendez-vous face à des responsables de formation et c'est la personne en RSE qui m'a amené. Et là, il y a tout un plan qui est fait pour l'année prochaine. Puis la transition écologique, ils ne l'ont pas vu. Donc ça existe encore, mais franchement, de moins en moins. Alors, nous, on est dans une situation particulière dans le sens où on recrute 100 000 personnes sur les 10 prochaines années. Donc, autant vous dire que nos DRH, ils sont bien occupés. Et donc, c'est un enjeu vraiment majeur parce que on en revient à ce qui sort dans les écoles. Il y a 50% de nos besoins qui sont formés sur les soudeurs, les chaudronniers, les techniciens chauffagistes, donc qui sont les métiers de demain de la transition, en fait, en France aussi. Et donc, et pas que des ingénieurs. Donc, il y a tous les niveaux et il n'y a pas de filles. Donc nous, en fait, aujourd'hui, on est en train de créer des formations visibles sur Parcoursup, en fait, pour aller sur nos métiers. Donc ça, c'est quand même... et on crée des lycées et des écoles. On a créé une école de soudeurs. On a un lycée des réseaux électriques aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est ça, en fait, que font nos DRH. Donc je dirais qu'ils sont très occupés sur cette prospective. Après, du coup, il y a quand même l'enjeu de transformer les métiers existants. Et donc, j'en reviens à ce que tu disais sur l'IA. Quand on a présenté notre chantier compétences à notre conseil de parties prenantes, c'est la première question qu'ils nous ont posée. Est-ce qu'il est IA inside ou pas? Et c'est vrai que là, il y a encore des vraies questions sur l'hybridation IA humain, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on veut faire ou pas par l'IA? C'est quoi la destruction de jobs versus la création de jobs? Et puis, particulièrement pour nous, les data centers, ça consomme un max d'électricité. Donc, on peut le voir vers à moitié vide, vers à moitié plein. L'IA aussi, d'un point de vue business pour nous. Donc, c'est pas très simple en RSE. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, comme vous voulez, soit une question sur les KPI ou alors on prend des questions. Il y a une question sur les KPI là? Je fais une pierre de coups. Bonjour, je suis en charge de la RSE pour Linked, opérateur B2B. Moi, j'avais une question parce que pour mes commerciaux, je me pose également la question de les embarquer. Comment je peux les incentiver sur vendre mieux et vendre moins dans des perspectives de sobriété? Et est-ce que c'est des choses que vous entendez, vous, dans vos comités de direction, sur se poser la question vendre moins? Est-ce que c'est entendable? Alors... Question à 10 000 $. Non, mais vendre mieux certainement. Parce que nous, chez L'Oréal, on a une conviction qui est que la croissance nourrit la transformation durable de notre modèle d'entreprise. C'est évidemment des milliards d'euros sur plusieurs années pour transformer une entreprise comme L'Oréal. Sans croissance, on ne peut pas y arriver.
Donc voilà pour votre deuxième question. Et pour la première question, comment embarquer les commerciaux ? C'est là où faut être un peu, faut être un peu malin, c'est-à-dire comment passer d'un KPI justement durable à un KPI business. Moi, par exemple, j'en ai un très concret à vous partager. Par exemple, nous, on a un grand KPI dans notre transfo durable qui est la réduction de l'intensité de nos packaging, qu'on veut réduire de 20% d'ici 2030. Derrière ce grand engagement, il y a plein d'autres sous-engagements sur la recyclabilité, le réemploi, etc. Et notamment, pour nous, un des grands leviers business, c'est la création du marché des recharges. Et donc, à chaque usage d'une recharge, on économise entre 50% et voire même jusqu'à parfois 80% des matériaux d'emballage, selon les catégories de produits, du parfum jusqu'au gel douche, au shampoing, etc. Objectiver mes commerciaux sur la réduction de l'intensité packaging, autant vous dire que pour eux, c'est vraiment du chinois, quoi. En revanche, leur dire, demain, tu vas être objectivé sur le poids du chiffre d'affaires que tu vas me faire en recharge, là, ça marche. Et ça marche même très, très bien parce que derrière, il y a en plus un autre challenge, parce que nous, chez L'Oréal, on adore l'innovation. On a créé ça fait 115 ans qu'on crée des marchés. Donc, il y a aussi cette espèce de... tu parlais de cœur. Il y a aussi là, on touche au cœur un peu les commerciaux. Il y a un vrai challenge de créer un nouveau marché, de changer des usages de consommation, qui est aussi excitant pour le marketing, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ils ont le même KPI, le poids du chiffre d'affaires en recharge. Donc voilà, moi, comment on a opéré, en tout cas, chez L'Oréal. Et il n'y a pas que la France, d'ailleurs, puisque c'est désormais un KPI qui est mondial. Donc on objective maintenant tous nos pays sur le poids du chiffre d'affaires fait sur les recharges, entre autres. Nous avons d'autres KPI business. Donc oui, le mot sobriété, nous, il est rentré par la force, j'allais dire, avec la crise énergétique. Pour ceux qui étaient là en 2022, on a invité tous les Français à baisser la température, avec la pub avec le petit chat là sur le radiateur, donc pub sobriété qui a eu un énorme impact d'ailleurs. Et donc on est rentré par le biais de la sobriété énergétique parce que là, il y avait un intérêt business évident, puisque en fait, on n'avait potentiellement pas assez d'électricité. Donc c'était vraiment bien que les Français consomment moins. Évidemment, dans un monde où on n'est plus, entre guillemets, dans ce même type de crise et les prix sont bas, le modèle d'affaires fonctionne moins bien. Donc en fait, c'est ça la difficulté, c'est comment on trouve un modèle d'affaires de partage de valeur entre le client et le fournisseur pour faire en sorte qu'on y trouve notre compte. C'est-à-dire, oui, on a besoin de sobriété, on en est convaincus nous-mêmes, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de matière pour faire l'électricité pour tout le monde, pour faire le net zéro. Donc, il faut absolument de la sobriété. Mais en revanche, il ne faut pas le voir que par la sobriété énergétique. C'est de la sobriété globale, c'est ce que je disais, avec l'eau, les matières, etc. Donc, on l'ouvre comme ça. Et après, il faut mesurer. Donc là, on a commencé à le faire, de dire quand les personnes vont regarder régulièrement leur consommation, le lien avec la facture quand même, on arrive à faire à peu près 12% d'économie aux gens qui font de la sobriété. Donc c'est un intérêt business pour les gens, et c'est un intérêt pour nous de pérenniser notre activité, parce qu'on sait qu'on n'aura pas assez de matière pour faire le net zéro si on n'a pas de la sobriété. En revanche, on est quand même sur un produit qui a de la croissance, parce que électrifier pour sortir les fossiles, c'est réussir le net zéro. Donc, ça permet quand même de réconcilier l'aspect business, qui est qu'on sait quand même que notre produit il a de la croissance. On va devoir arrêter les questions parce qu'on a terminé on a même dépassé le temps. Merci beaucoup Karine, Ambroise et Elodie. Je pense qu'on peut les applaudir. C'était hyper intéressant.